Ok, bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo qui concerne la correction du concours de l'IFOR de voie B, sujet de Stade Proba 2021. Donc la dernière fois, comme vous pouvez le constater, la dernière fois, nous avons corrigé l'exercice 1 du concours, l'exercice 2, l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc voilà les exercices que nous avons corrigés. Donc on peut résumer pour que vous voyez, voilà l'exercice 1. C'était ça la correction ici. Ensuite, on a l'exercice 2, n'est-ce pas, qui parlait de la loi de Cauchy. Voilà, l'exercice 2, ça continue ici. Exercice 2, ça continue là. Il faut noter que cet exercice 2 aussi est revenu en 2022. On le verra tout à l'heure. Il y a l'exercice 3 aussi qu'on a corrigé. Voilà, c'est là. Voilà l'exercice 3. Ensuite, l'exercice 4. On a corrigé aussi l'exercice 4. Voilà l'exercice 4. Donc, il est question pour nous de continuer avec les exercices qui suivent, c'est-à-dire l'exercice numéro 5, n'est-ce pas, qui compte pour 4 points, l'exercice numéro 6 qui compte aussi pour 4 points, et l'exercice numéro 7 qui compte aussi pour 4 points. Bon, on va donc passer à la correction de ces exercices. Voilà, exercice 5, exercice 6, exercice 7. Mais avant de commencer la correction, nous voulons vous faire remarquer que pour ces exercices, vous pouvez avoir les corrections à travers notre document qui est unique sur le marché, n'est-ce pas, des préparations au concours de l'IFOR. Ça, c'est par exemple le document pour le concours de l'IFOR de voie B, édition 2023, qui concerne les sujets de mathématiques et le sujet de probabilité statistique. Donc, le document, lui, contient le programme du concours. On a fait une petite analyse du programme du concours, très important, pour ne pas se disperser dans la préparation. On a également les sources des anciens sujets, ça c'est une mine d'or, c'est-à-dire que ce sont des sites internet et des livres, voire même des universités dans lesquelles ceux qui conçoivent les sujets du concours partent s'inspirer. Donc, on a recensé ces sites-là et puis on a mis ça on a mis dans le document. C'est une vraie mine d'or. Ça veut dire que ceux qui composent les sujets, il y a de fortes chances qu'ils repartent encore vers ces liens-là, vers ces livres ou bien vers ces sites. Ensuite, on a un rappel de cours et exercices type concours. Ça aussi, c'est très intéressant. Et on a la correction des 20 derniers sujets. Donc, on a la correction des 20 derniers sujets de mathématiques et les 20 derniers sujets de statistiques et de probabilité. Prenons par exemple la première partie. Première partie que voici, ça concerne les probabilités et statistiques. Donc, on vous parle du programme du concours, que voilà. Ensuite, on vous parle du programme officiel et nos constats sur les sujets et quelques conseils pour réussir au sujet. Parce qu'il y a une manière d'aborder les sujets, il y a un constat que nous avons fait. Nous vous partageons tout ça ici pour mieux préparer le sujet de statistiques et probabilité. Et ensuite, on vous met les sources et références bibliographiques des exercices du concours sont identifiées. C'est-à-dire que ici, on a identifié les sources dans lesquelles ceux qui conçoivent les sujets du concours partent s'inspirer. Donc, il y a de fortes chances qu'ils y repartent parce que d'ailleurs, on a constaté une certaine récurrence des exercices de ces documents-là. Et on a donc les 20 derniers sujets de statistiques et probabilité, voilà, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Vous voyez, en 2014, il y a deux sujets de 2014 parce qu'il y avait eu deux sessions en 2013, d'accord, 2012, ainsi jusqu'à 2003. Et on a les corrections. Ensuite, si on passe aux mathématiques, c'est pareil, hein, on a le programme officiel, les chapitres les plus récurrents pour une préparation optimale. Ça, c'est très important. On vous dit quels sont les chapitres sur lesquels vous devez vous appuyer, nos constats sur les sujets. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté sur les sujets, nos conseils pour réussir à l'épreuve de mathématiques. D'accord? Et les exercices qui se répètent, les exercices qui ont tendance à revenir, quelques travaux dirigés et les sources et références bibliographiques des, des anciens sujets. Donc, voilà présentera les sujets de 2023 à 2003, voilà les corrections, etc. Donc, ce sont des documents très riches. On a le même document pour l'IFOR de voie A, n'est-ce pas? L'IFOR de voie A, c'est le même contenu, hein. On a les 20 derniers sujets qui sont corrigés pour statistiques et probabilités, le rappel des cours sur correction des anciens sujets. Ici, on a fait un rappel des cours parce qu'on sait que l'IFOR de voie A
est consacré essentiellement pour les licences en géographie, sociologie, anthropologie et démographie. Donc, et ils ont besoin d'un suivi très particulier. Ils ont besoin d'un suivi très particulier pour préparer ce concours. Donc, voilà les documents que nous avons à votre disposition. Et ce n'est pas le seul concours que nous préparons. Nous préparons aussi pour l'ISTA du Gabon. L'ISTA du Gabon, c'est l'institut qui forme c'est une institut de la SEMAC, c'est une école de la SEMAC qui forme les professionnels en management des projets. Et ce document est particulièrement très riche, édition 2023 aussi. Pourquoi? Parce que on présente l'ISTA et la bourse de formation de l'ISTA, d'accord? Que voici, on présente l'ISTA, bourse de formation aussi. On présente le cours sur les mathématiques financières, d'accord? On présente le cours sur les statistiques et probabilités, sur la microéconomie et la macroéconomie. Très bien. Et on fait la correction des 10 anciens sujets de, de chaque type parce qu'il y a un sujet de statistiques et probabilités, il y a un sujet de mathématiques financières et un sujet de micro ou macroéconomie. Voilà comment ça se présente. Voilà le sommaire par exemple. Là, on vous présente l'ISTA, les bourses, les opportunités qu'ils offrent. On a la première partie qui concerne les mathématiques financières, qui est un condensé de presque combien de chapitres? 7 chapitres, 7 chapitres avec un condensé avec des exercices par chapitre. La deuxième partie, c'est les statistiques de ce document. On présente également la microéconomie, la macroéconomie, d'accord? Et ensuite, les anciens sujets, correction des anciens sujets. C'est un concours qu'on lance tous les 2 ans. Donc, en 2024, ils vont lancer ce concours. Donc, voilà un peu. euh, Par exemple, pour le sujet de macro et microéconomie, voilà les sujets, les sessions 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2022, ainsi de suite. D'accord, voilà les corrections, pareil. Pour les sujets de mathématiques financières, voilà. Et voici les corrections de mathématiques financières. Pour les sujets de statistiques, voilà. Voilà les corrections des statistiques et quelques conseils pratiques. Alors, ce document est particulièrement intéressant. C'est un document, comme vous pouvez le voir ici. C'est un document de presque 250 pages. 250 pages qui est aussi à votre disposition. Le concours de l'ISTA, c'est un très bon concours. Ça offre autant d'avantages que les concours comme l'ICA, l'IFOD, l'IA, etc. Nous, on est spécialisé dans la préparation des concours de bourse. Donc, voilà présenter les documents que nous mettons à votre disposition. Nous allons donc, sans plus tarder, passer à la correction d'exercices 5 et des exercices 6, 7 et 8. 6 et 7, autant pour moi. Commençons par l'exercice 5. Pardon. Alors, l'exercice 5, c'est un exercice de 4 points. C'est particulièrement facile. On va le voir. Alors, il dit ici, la vitesse des véhicules sur l'autoroute provinciale est en moyenne de 112 km par heure et la variance est de 225 km par heure au carré. On considère que la loi normale est le bon modèle pour décrire la distribution de cette variable. Donc, on va commencer là, exercice 5. Peut-être on va changer de stylet. OK. Donc, exercice 5. OK. Exercice 5. On va monter un peu l'épaisseur. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que euh, la loi normale est le bon modèle pour décrire cette distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on appelle par exemple V qui est égal à variable aléatoire réelle qui représente la vitesse des automobilistes sur l'autoroute. D'accord? Très bien. Ça veut dire que V suit une loi normale de paramètres quoi? La vitesse moyenne. La moyenne, c'est quoi? La moyenne, c'est, disons, l'espérance mathématique de V, la vitesse moyenne, qui est égale à 112 km par heure. Et les cas types
sigma de V est égal à combien? Est égal à racine carrée de 225, c'est-à-dire 15 km par heure. Donc, on va réduire un peu. Okay. Après là, c'est bon. Donc, première question, qu'est-ce qu'on dit à la première question? Théoriquement, la limite maximale de vitesse sur les autoroutes est de 110 km, est de 100 km à l'heure. Ça, c'est la limite théorique. Calculer la proportion des véhicules qui roulent à une vitesse supérieure à la limite permise selon le modèle probabiliste utilisé. Donc ici, on veut calculer la proportion des véhicules ou encore la probabilité qu'un véhicule roule à une vitesse supérieure à la limite permise. Donc, on passe donc à la première question. D'accord? Première question, ici, il s'agit de calculer quoi? Vous voyez que là, il s'agit de calculer, la probabilité que V, la vitesse, la variable de la vitesse soit supérieure à 100 km par heure. D'accord? Donc, pour faire ça, comme V suit une loi normale, V suit une loi normale du paramètre M sigma qui sont connus. D'accord? M c'est 112 km et sigma c'est 15 km à l'heure. Alors, ça veut dire que si on normalise V, c'est-à-dire on va soustraire la moyenne de V à V et diviser par les quatre types de V. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle normaliser V. On appelle cette variable Z. On peut encore écrire V moins V bar sur sigma V. Cette variable aléatoire-ci suit une loi normale centrée réduite. Très bien. Donc, pour calculer donc cette probabilité, la probabilité que V soit supérieur à 100 km par heure, c'est égal à la probabilité que, si on normalise V moins V bar sur sigma V, soit supérieur à quoi? À 100 moins V bar sur sigma V. D'accord? C'est égal à cette probabilité. C'est donc égal à la probabilité que Z, notre variable Z, la variable normale centrée réduite, soit supérieur à moins 12 sur 15. Lorsque vous allez faire le calcul, ça fait moins 12 sur 15. C'est-à-dire que ça donne la probabilité que Z soit supérieur à moins 0,8. D'accord? Et on va utiliser ici la propriété de la loi normale. C'est égal à quoi? Cette probabilité, c'est égal à, si on passe par l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins 0,8. Très bien. Ça va donc donner 1 moins phi de quoi? Phi de moins 0,8. Avec phi qui est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire que phi de Z est égal à l'intégrale de moins l'infini à Z de 1 sur 2 pi exponent 1 sur racine de 2 pi autant pour moi exponentielle de moins x carré sur 2 dx. Ça, c'est la fonction de répartition à la loi normale. C'est elle qui est tabulée. D'accord? On a la tabulation de cette variable. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à alors 1 moins phi de 0,8, ça va faire phi de 0,8. Parce qu'il y a une propriété de la loi normale, très importante, qu'il faut connaître, qui dit que phi de z est égal à 1 moins phi de moins z. Et ça, on peut le remarquer graphiquement. Hein. On peut le remarquer graphiquement. Lorsqu'on calcule, lorsqu'on trace la densité de la loi normale, on démontre cette propriété. Donc, phi de 0,8 sur la table de la loi, n'est-ce pas? C'est égal à 0,7881. Donc,
Voilà la probabilité cherchée, la probabilité que la vitesse soit supérieure à 100 km. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 78,81%. Donc ça, c'est la proportion des véhicules qui roulent à une vitesse supérieure à la moyenne. Donc environ 7 à 8 véhicules sur 10 roulent au-dessus de la, comment on l'appelle, de la vitesse maximale autorisée. D'accord? Ça, c'est pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on demande à la deuxième question? On dit euh, à quelle vitesse, donc on est ici, deuxième question, je vais changer de couleur pour que vous remarquez ça très vite ici. Donc, ici, on dit à quelle vitesse un automobiliste devrait-il rouler sur une autoroute pour que 40% des véhicules roulent moins vite que lui. D'accord? Pour que 40% des véhicules roulent moins vite que lui. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici dans cette question? On cherche une vitesse V étoile à laquelle un automobiliste doit rouler pour que 40% des véhicules roulent moins vite que lui. Donc, on va donc passer à la correction rapidement à la deuxième question. Deuxième question, ici, il s'agit de chercher V étoile, une vitesse quelconque V étoile, de sorte que quoi? De sorte que la probabilité que V, n'est-ce pas, soit inférieure à V étoile est égale à combien? 40%, donc 0,4. C'est ce qu'il faut faire ici. OK? Donc, pour ce faire, cette relation équivaut à quoi? Ça équivaut, si on normalise, ça va faire P de V moins V étoile sur sigma V, n'est-ce pas, inférieur ou égal à, qu'est-ce que je dis? Attention, j'ai fait une bêtise. Ce n'est pas V étoile ici, c'est V bar. V moins V bar. V moins V bar sur sigma V inférieur égal à V étoile moins V bar sur sigma V égale à 0,4. Donc, ceci équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire que la probabilité que la loi normale centrée réduite Z soit inférieure ou égale à quoi? V étoile qu'on cherche, moins V bar sur sigma V. On veut que cette probabilité soit égale à 0,4. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que V est, ça c'est encore phi, n'est-ce pas? Phi de V étoile moins V bar sur sigma V est égal à 0,4. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que V étoile moins V bar sur sigma V représente quoi? Représente le quantile d'ordre 0,4 de la loi normale santé réduite. D'accord. Alors, si on part donc sur notre table, nous allons remarquer que phi de 0,25 est égal à 0,5987. C'est encore égal à 1 moins phi de moins 0,25. D'accord? Ceci veut dire que phi de moins 0,25 est égal à quoi? Est égal à 1 moins 0,5987. 1 moins 0,5987 qui est égal à 0,4013. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que le quantile d'ordre 0,4 de la loi normale santé réduite est égal à moins 0,25. N'est-ce pas? Ça veut dire que Q de 0,4
égale à moins 0,25. Ceci veut donc dire que ce qu'on cherche, V étoile moins V bar sur sigma V est égal à moins 0,25, tout simplement. Et lorsqu'on calcule V étoile, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que V étoile, la vitesse recherchée, est égale à V bar moins 0,25 fois sigma V, qui est égal à 108,25 km par heure. Donc, la vitesse qu'on recherche, c'est V étoile. On va l'écrire, en, en rouge. On va dire V étoile égale à 108,25 km par heure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un véhicule roule à 108,25 km à l'heure, n'est-ce pas? Alors, 40% des véhicules roulent moins vite que lui. D'accord? Donc, 4 véhicules sur 10 seront en train de rouler moins vite que lui. Très bien. Donc, on passe à la question. On est à la question 2. D'accord? Donc, on revient à la question 3. Question 3. Que dit la question 3? La question 3, on dit une voie ferrée longe une autoroute et un train y circule à 105 km à l'heure. Quelle est la probabilité que la vitesse du train est celle d'un véhicule choisi au hasard dans d'une vitesse V et roulant dans la même direction que le train diffère de plus de 100 km à l'heure? Donc ici, il s'agit de calculer la probabilité, n'est-ce pas? La probabilité que euh, un véhicule pris au hasard, pardon, un véhicule pris au hasard ait une vitesse qui diffère de celle du train, en fait, qui est, dont la différence avec celle du train est de 110 km à l'heure. Donc, il faut calculer la probabilité que valable sur de V, euh, un petit souci là, ok, V moins la vitesse du train qui est 105, n'est-ce pas? On veut que l'écart entre ces deux vitesses-là soit plus de 10 km à l'heure, donc soit supérieur ou égal à 10. C'est cette probabilité qu'il faut calculer, tout simplement. On remarque que cette probabilité est encore égale à 1 moins la probabilité que valable celui de V moins 105, n'est-ce si on passe par l'événement contraire, est inférieur à 10 km à l'heure, ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 1 moins la probabilité. Alors ici, on va encadrer notre V, que V soit comprise entre 105 moins 10 et 105 plus 10. D'accord? Maintenant, à ce niveau, on va normaliser. En normalisant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que ça donne 1 moins la probabilité que 105 moins 10 moins, moins V bar sur sigma V soit inférieur à V moins V bar sur sigma V inférieur à 105 plus 10 moins V bar sur sigma V. Ça va donc donner quoi? Ça va donner 1 moins la probabilité que on aura 105 moins 10 moins V bar qui est 112. Tout divisé par sigma V plus petit que Z qui est la loi normale centrée réduite plus petit que 105 plus 10
moins V bar moins 112, et tout divisé par sigma V. D'accord? Donc, c'est égal à quoi? On connaît sigma V. C'est égal à la probabilité, 1 moins la probabilité que Z, notre Z là, soit comprise entre moins 1,133 et 1,133. Et autant pour moi, et 0,2. Pardon. Et 0,2. On peut plutôt mettre 0,2. D'accord. C'est égal à 1 moins phi de phi, on va mettre entre crochets, phi de 0,2 moins phi de moins 1,133. D'accord? C'est égal à quoi encore? C'est égal à 1 moins phi de 0,2 d'accord, moins phi de 0,2 on va ouvrir les crochets comme ça, moins 1 plus phi de, bon, attention, peut-être pour vous rappeler, qu'est-ce qu'on sait? On sait que phi de z égale à 1 moins phi de moins z. Ça veut dire que phi de moins z est égal à 1 moins phi de z. D'accord? Donc, on aura donc phi de moins 1,133 est égal à combien? Est égal à 1 moins phi de 133. 1,133. Donc, c'est ce qu'on va utiliser là. D'accord? Donc, ici, on a phi de 0,2 moins 1 plus phi de 1,133. Ce qui va donner quoi en fin de compte? Ça va faire 2 moins phi de 0,2 moins phi de 1,133. Ça va donner en fin de compte 2 moins phi de 0,2 c'est 0,5793 moins phi de 1,133 c'est 0,8708. Donc, lorsqu'on va calculer ça, on aura donc, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Si on calcule ça, prenons la calculatrice. Calculatrice, ok. On est à 2 moins 0,5793 moins 0,8708 égale, donc on a 0,54% de chance. On a 0,54 9. D'accord? Donc la probabilité recherchée, on va écrire le résultat en rouge. On va donc écrire que pour les résultats, on va augmenter l'épaisseur. Ok. On aura donc la probabilité qu'on cherche, qui est la probabilité que valeur absolue de V moins 105 plus grand ou égal à 10, n'est-ce pas? Cette probabilité donne 0,5000 549. C'est ce qu'on voulait démontrer. Question 4. La question 4.
La distance de freinage en mètres est directement proportionnelle à la vitesse du véhicule. Donc, on est à cette question. Donc, la distance de freinage en mètres est directement proportionnelle à la vitesse du véhicule en mètres par seconde au carré. La relation entre les deux quantités est exprimée par la relation D égale à moins V carré sur 2A, n'est-ce pas? Où A est une constante négative représentant la décélération due à la force de freinage. Considérons ici A égale à moins 6 mètres par seconde au carré. Quelle est la probabilité qu'il faille plus de 100 mètres à une voiture pour s'arrêter sur une autoroute provinciale? Donc, ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a la question 4. Pardon, question 4. Dans la question, ici, on a posé D égale à moins V carré sur 2A. Donc, vous voyez que on veut que la question posée, c'est quelle est la probabilité qu'il faille plus de 100 mètres à une voiture pour s'arrêter sur une autoroute provinciale. Donc, ici, il s'agit de calculer, je vais écrire ça en rouge. Il s'agit de calculer ici, la probabilité que la distance de freinage soit au moins égale à 100 mètres. C'est ça la question. Donc, pour calculer ça, on va utiliser tout simplement les propriétés des événements. P de D plus grand ou égal à 100 mètres est égal à quoi? Est égal à la probabilité que moins V carré sur 2A soit supérieur ou égal à 100 mètres. On sait que A est une constante négative. Donc, l'événement est encore égal à la probabilité que moins V carré soit inférieur ou égal à 2A fois 100 mètres. C'est encore égal. Ça, c'est parce que A est négatif et que ça change le sens des inégalités. C'est encore égal à la probabilité que moins V carré soit au plus égal à moins 1200, n'est-ce pas? Alors, si on multiplie encore par moins membre membre dans cette inégalité, ça fait la probabilité que V carré soit au moins égal à 1200. Et ça donne donc, en fin de compte, la probabilité que V, n'est-ce pas, soit supérieur à 34,64. Là, on va encore normaliser. Ça va être égal à la probabilité que V moins V bar sur sigma V soit supérieur à 34,64 moins V bar sur sigma V, c'est-à-dire c'est égal à la probabilité que la loi normale santé réduite soit au moins égale à 34,64 moins V bar moins 112 km sur sigma V qui est 15. Donc, vous allez donc chercher le quantile, n'est-ce pas? Bref, on peut se rendre compte que c'est encore égal à 1 moins la probabilité que Z, la loi normale santé réduite, soit plus égal à cette quantité-ci. C'est alors si on prend encore notre calculatrice, alors on a 34,64 moins 112 égale divisé par 15 égale. Donc, c'est égal à 1 moins la probabilité que Z soit inférieur à moins, on a trouvé combien? Moins 5,15. 5,15. D'accord, ça a donc fait 1 moins phi de moins 5,15. Et vous calculez. Donc, voilà, c'est tout pour
pour l'exercice 4, hein, l'exercice 5 autant pour moi. Donc là maintenant on va passer à l'exercice 6 sans plus tarder pour que la vidéo ne soit pas très longue. L'exercice 6, on dit, je agrandis un peu, on dit, soit x et y deux variables aléatoires suivant respectivement les lois de qui de à p et q degré de liberté, on suppose que p est plus grand que q. Alors, soit z la variable aléatoire indépendante de y telle que x égale à y plus z, montre que z suit une loi de qui de à p moins q degré de liberté. Donc ça c'est l'exercice 6. L'exercice 6, on va commencer ça. Exercice 6. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne pas manquer les autres corrections. Donc, exercice 6. Pardon. Exercice 6. Exercice 6. Très bien. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que, on va descendre un peu, x suit une loi de qui de, n'est-ce pas, à p degré de liberté. Y suit aussi une loi de qui de, à combien? À q degré de liberté. Et on sait que p est plus grand que q. Et on pose z et y sont indépendantes, n'est-ce pas? Ces deux variables aléatoires indépendantes, de sorte que x est égal à y plus z. Donc la question c'est de montrer que, n'est-ce pas, montrons que z suit aussi un qui de à quoi? À p moins q degré de liberté. Donc, on va faire un petit rappel ici. Petit rappel. On va mettre ça un peu épais. Rappel, ok. On sait que si une variable aléatoire t suit une loi de qui de, n'est-ce pas, à n degré de liberté, ça équivaut à dire que quoi? Que la fonction de densité de t, ft de x, est égale à 1 sur 2 puissance n sur 2, gamma de n sur 2. La fonction gamma, c'est très important, ça vient régulièrement à ce concours. Exponentielle de moins x sur 2 multiplié par x puissance n sur 2 moins 1 fois l'indicatrice sur r plus de x. Ça, c'est pour sa fonction de densité. On sait aussi que sa fonction caractéristique, c'est phi t de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur 1 moins 2 it puissance n sur 2. D'accord? Donc, une fois qu'on connaît ça, qu'est-ce qu'on sait aussi que? On sait aussi que si A et B sont deux variables aléatoires réelles indépendantes, alors la fonction caractéristique de la somme de ces deux variables A plus B est égale au produit des fonctions caractéristiques. Voilà. D'accord? Ce sont les propriétés qu'il fallait connaître. Ce qui fait que, comme x
est égal à y plus z, ça veut dire que la fonction caractéristique de x est égale à quoi? Est égale à la fonction caractéristique de y plus z, qui est égale à quoi? Puisque y et z sont indépendants, ça va faire la fonction caractéristique de y multipliée par la fonction caractéristique de z. Si on prend donc cette relation-ci, cette relation-ci veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction caractéristique de x, c'est 1 sur 1 moins 2 it puissance quoi? Puissance p sur 2. Parce que x est un qui 2 à p degré de liberté. Ceci est égal. La fonction caractéristique de y, c'est 1 sur 1 moins 2 it puissance q sur 2 fois la fonction caractéristique de z. Ça veut dire que si on tire la fonction caractéristique de z, c'est une fonction de t, ça va faire, si on multiplie membre à membre par ceci, ça va faire 1 moins 2 it puissance q sur 2 sur 1 moins 2 it puissance p sur 2. Et si on utilise les propriétés des puissances, ça va faire 1 sur 1 moins 2 it puissance p sur 2 moins q sur 2. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, la formule qui dit que a puissance n divisé par a puissance m est égal à autant pour moi, pardon, c'est égal à alors ceci est égal à 1 sur a puissance m moins n. D'accord? Donc, une fois qu'on sait ça, c'est que justifie bien notre écriture. Ça veut dire que la fonction caractéristique de z est égale à 1 sur 1 moins 2 it, de toute puissance p moins q sur 2. Et ça, c'est la fonction caractéristique de quoi? C'est la fonction caractéristique d'une loi de qui 2 à p moins q degré de liberté. Ceci veut donc dire que z suit un qui 2 à p moins q degré de liberté, tout simplement. Donc, c'est tout pour l'exercice 6, hein, qui était relativement simple. On passe donc au dernier exercice qui était plus facile et qui regorge le plus de points, c'est l'exercice 7. Vous voyez, il y a une manière d'aborder les sujets de mathématiques et de statistiques probabilité, c'est de bien choisir le premier exercice. Quand vous faites bien le premier exercice, vous êtes sûr d'avoir une bonne moyenne au final. Donc, on est sur l'exercice 7, d'accord? L'exercice 7, on dit soit n un entier non nul et θ un nombre positif. On rappelle qu'une variable aléatoire réelle suit une loi gamma de paramètres n θ si elle admet la densité que voici. Donc, voilà la densité d'une loi gamma. D'accord. Après, première question, on dit déterminer l'intégrale de 0 à plus infini de n, t puissance n moins 1 exponentielle moins θ t dt. Bon, ça c'est une question pas très compliquée, donc on va commencer rapidement. On est à l'exercice. Donc, changeons un peu de couleur pour plus d'esthétique. Ok, donc on a l'exercice 7. Exercice 7. Donc, première question. La première question dit déterminer l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance n-1 exponentielle de moins θ t dt. Bon, ici, il y a une petite astuce. Bon, il y a deux méthodes de répondre à la question. C'est qu'il faut remarquer qu'il y a un lien entre cette écriture, n'est-ce pas, et celle-là, et la fonction de densité. Il faut remarquer qu'il y a une sorte de ressemblance. D'accord? D'accord. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que
Si vous calculez factoriel n-1, n'est-ce pas, divisé par θ fois f y de t, c'est égal à t puissance n-1 exponentielle de moins θ t. D'accord? Donc, regardez donc ce qu'on va faire pour cet exercice. Ici, on remarque que factoriel n-1 sur θ fois fy de t est égal à t puissance n-1 exponentielle de moins θ t. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord? C'est θ puissance n. Ceci veut dire que si on intègre membre à membre, ça veut dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de factoriel n-1 sur θ puissance n par fy de t est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de quoi? De t puissance n-1 exponentielle de moins θ t. Il y a dt là. Ceci veut dire donc quoi? Que factoriel n-1 sur θ puissance n, intégrale de 0 à plus l'infini, fy de t dt est égal à l'intégrale que nous cherchons. T puissance n-1 exponentielle de moins θ t dt. D'accord? C'est égal à l'intégrale que nous cherchons. Et ceci veut dire encore qu'on a n-1, factoriel n-1 sur θ puissance n, intégrale sur r de fy de t dt est égal à intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance n-1 exponentielle de moins θ t dt. Or, comme ça, c'est une fonction, comme fy est une fonction de densité, cette intégrale-ci vaut combien? Cette intégrale-ci vaut 1. D'accord? Ça nous donne de conclure que l'intégrale qu'on cherche de 0 à plus l'infini de t puissance n-1 exponentielle de moins θ t dt est égal à factoriel n-1 sur θ puissance n. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. C'est aussi simple que ça. À la deuxième question dit soit y1 et y2 des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de loi gamma n θ et 1 θ respectivement. Première question dit déterminer la loi de y1 plus y2. Donc, on est à cette question. Déterminons la loi de y1 plus y2. Alors, pour faire ça, nous allons utiliser ce qu'on appelle la fonction génératrice des moments. La fonction génératrice des moments. D'accord? Je rappelle la formule. La fonction génératrice des moments. Bon, là, on est à la question 2. Question 2. La fonction génératrice des moments d'une variable y, qui est une fonction de t, est égale à l'espérance mathématique de exponentielle de ty, n'est-ce pas? Et lorsqu'on utilise le théorème de transfert, ça fait l'intégrale sur r de exponentielle de t petit y
fois f y de y dy, n'est-ce pas? Donc, c'est égal à quoi? Si on considère la loi gamma de paramètres n θ, pour une loi gamma, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'intégrale de 0 à plus l'infini de θ puissance n sur factoriel n moins 1, n'est-ce pas? Fois y puissance n moins 1 exponentielle de moins θy fois exponentielle de ty. Tout ça dy, ce qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini. On peut mettre, il y a des choses qu'on peut mettre à l'extérieur. Je ne vais pas annuler. Ok. Donc, on peut mettre θ puissance n sur factoriel n moins 1 à l'extérieur de l'intégrale. L'intégrale de 0 à plus l'infini de quoi? De exponentielle de moins θ moins t y fois y puissance n moins 1 dy. Et si on se réfère à la question précédente, vous allez voir que c'est égal à n θ puissance n sur factoriel n moins 1. D'accord? Cette intégrale, c'est d'après la question précédente, c'est égal à factoriel n moins 1, le tout divisé par qui? θ moins t puissance n. D'accord? Donc, on trouve donc que c'est égal à quoi? θ sur θ moins t puissance n. Donc, ça, c'est la fonction génératrice des moments de y. Et on sait aussi que si a et b sont deux variables aléatoires réelles IID, c'est-à-dire indépendants et de même loi de propriété, alors la fonction génératrice de A plus B, n'est-ce pas, est égale au produit des fonctions génératrices. C'est un peu la même propriété avec les fonctions caractéristiques. D'accord. Donc, vous voyez donc que ceci nous montre donc que la fonction génératrice de y1 plus y2 en t est égale au produit des fonctions génératrices des moments de y1 en t et la fonction génératrice des moments de y2 en t. N'est-ce pas? Parce que y1 et y2 sont IID indépendants identiquement distribués. Et d'après ce qu'on vient de montrer, pour y1, ça va faire θ sur θ moins t puissance n multiplié par θ sur θ moins t tout à la puissance 1. D'accord? Vous voyez que ça donne quoi? Ça donne θ sur θ moins t de tout à la puissance n plus 1. Vous voyez que ça ressemble donc à la fonction génératrice d'une loi gamma de paramètres n plus 1 θ. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que y1 plus y2 suit une loi gamma de paramètres n plus 1 θ. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer à ce niveau. Ça, c'est pour la question 2A, bien sûr. C'est question 2A. Maintenant, la question 2B, on dit, on déduit la loi de la somme de n variables indépendantes identiquement distribuées de loi gamma 1n. Donc, la somme de n lois exponentielles de même paramètre. Donc, ça, c'était le 2A. C'était le petit a. Maintenant, passons au petit b.
2 petit b. Alors, pour le 2b, qu'est-ce qu'on va dire? D'après ce qui précède, si on prend par exemple n lois indépendantes, x, i, n'est-ce pas, i allant de 1 jusqu'à n lois jusqu'à grand N, n lois iid, n lois iid de loi gamma de paramètre 1 θ, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'après la question précédente, que la somme des xi, i allant de 1 à, n, à grand N, va donc suivre une loi gamma de paramètre grand N θ. Parce qu'on additionne plusieurs lois gamma, on trouve une loi gamma d'après la question précédente. Donc, on peut démontrer ça par récurrence, d'accord? On demande ça par récurrence, c'est même ce qu'il faut faire. Donc, vous faites au rang 2, je vous montrer, ou supposer au rang n, de vous montrer au rang n plus 1. Très bien. Donc, passons à la troisième question. Soit x une variable aléatoire de densité réelle. Ok, donc on donne plutôt cette variable aléatoire-ci. De densité réelle fx de t égale à θ, t puissance θ moins 1, avec t qui est compris entre 0 et 1. Calculer l'espérance mathématique de x et la variance de x. D'accord, donc ici on veut calculer l'espérance et la variance de x. Donc allons-y rapidement. On est à la question 3. Question 3. Donc ici, fx de t, n'est-ce pas, est égal à θ, t puissance θ moins 1, n'est-ce pas, fois l'indicatrice sur 0,1 de t. Donc, la question c'est calculer l'espérance mathématique et la variance de x. Donc, pour faire ça, c'est simple. On va dire que l'espérance mathématique de x, d'après la formule espérance, est intégrale sur R de x, fx de x dx, n'est-ce pas? Ça va faire l'intégrale, comme c'est défini seulement sur 0,1 et ailleurs c'est nul, de x θ, x puissance θ moins 1 dx, n'est-ce pas? Ça va faire l'intégrale de 0 à 1 de θ x puissance θ dx. D'accord, la primitive là, ça va donner θ sur θ plus 1, x puissance θ plus 1, n'est-ce pas? Θ allant de 0 à 1. On trouve en fin de compte que ça va donner θ divisé par θ plus 1. Ça, c'est l'espérance mathématique de x. Maintenant, si on calcule la variance de x, d'après la formule de Koenig, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x de tout au carré. D'accord. Or, si on calcule l'espérance de x carré, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale sur R de x carré fx de x dx, ce qui est égal à l'intégrale de 0 à 1, parce qu'ailleurs c'est nul, de θ x carré fois x puissance θ moins 1 dx, ce qui va donner l'intégrale de 0 à 1 de θ x puissance θ plus 1 dx, n'est-ce pas? Alors, quand on va calculer la primitive, ça va faire θ sur θ plus 2, θ allant de fois x puissance θ plus 2. Attendez, je vais bien écrire ça. Ah, dommage. Ok. Ok.
θ plus 2, x puissance fois x puissance θ plus 2, θ allant de 0 à 1, ça donne θ sur θ plus 2. Ça, c'est e de x carré. Et lorsqu'on a ça, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc variance de x qui est égale à e de x carré, donc θ sur θ plus 2, moins e de x carré, donc θ sur θ plus 1 au carré. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on réduit au même dénominateur, ça va faire θ facteur de θ plus 1 au carré. Le taux divise θ facteur θ plus 1 au carré sur θ plus 2 facteur de θ plus 1 au carré. J'espère que c'est ça. C'est multiplié par θ plus 1 au carré. Ça, c'est pour le premier. Pour le second, ça va faire moins θ carré facteur de θ plus 2. Très bien. Donc, lorsqu'on va simplifier ça, en développant, on simplifie. Ça fait θ divisé par θ plus 2 multiplié par θ plus 1 au carré. Donc, voilà l'espérance et la variance de x. Donc, on passe à l'autre question. L'autre question, c'est de faire quoi? Désolé, ça bug un peu. OK. Question 4. Déterminer la loi de Z. Dans la question 4, on dit déterminer la loi de... On a posé Z égale à log de 1 sur x, n'est-ce pas, qui est égal à moins log de x. Donc, la loi de Z, on dit déterminer la loi de Z, calculer son espérance. Très bien. Donc, pour déterminer la loi de Z, on va passer par la fonction de répartition. Hein. Fonction de répartition. Donc, on est à la question 4. Question 4. Question 4. OK. 4. Loi de Z. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la fonction de répartition de Z en T est égale à quoi? À la probabilité que Z soit inférieur ou égal à T, qui est égal à quoi? La probabilité que moins ln de x, moins log de x, soit inférieur ou égal à T, n'est-ce pas? C'est égal à la probabilité que log, bon, on va continuer avec log, puisque sur les preuves c'est log de x supérieur ou égal à moins T, pardon. D'accord, donc log de x supérieur ou égal à moins T, ok, c'est égal à, on va bien mettre le moins là, c'est égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à exponentielle de moins T. Exponentielle de moins T, qui est égal à 1 moins la probabilité que x soit inférieur à exponentielle de moins T. Ça, là, on est passé par l'événement contraire. C'est égal à quoi? 1 moins la fonction de répartition de f de x en exponentielle de moins T. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si on prend, pour bien mettre ça en évidence, une autre couleur, si on veut donc la densité de Z, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que la fonction de densité de Z, n'est-ce pas, en T
est égal à la dérivée par rapport à t de la fonction de répartition de z dans t. Or, on a trouvé que cette fonction de répartition, ça va faire la dérivée par rapport à t. Cette fonction de répartition, c'est quoi? C'est 1 moins la fonction de répartition de x en exponentielle de moins t. D'accord? Une fois qu'on a écrit ça, ça c'est on fait ici la dérivée de la composée de fonction. Ça va faire la dérivée de 1 d'abord qui est 0. La dérivée de cette fonction, ça c'est la composée de deux fonctions. Ça va donc faire quoi? Ça va faire moins, ça le moins ici, c'est le moins là. La dérivée de exponentielle de moins t prime fois la dérivée de grand F en exponentielle de moins t. Ça, c'est la dérivée de la composée de deux fonctions. G rond F prime, c'est égal à F prime multiplié par G prime rond F. D'accord? Donc, vous allez voir que en fin de compte, ça va donner exponentielle de moins t fois fx de exponentielle de moins t. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner alors? Ça va donner exponentielle de moins t. Fx exponentielle de moins t, c'est θ exponentielle de moins t puissance θ moins 1 indicatrice sur 0,1 de exponentielle de moins t, n'est-ce pas? Car on peut justifier fx de t égale à θ exponentielle de moins, qu'est-ce que je dis? C'est égal à θ fois x puissance θ moins 1. Donc, c'est plutôt cette, elle est où là? C'est plutôt cette écriture. Fx de t, c'est... Donc, on va effacer l'ancienne. Les anciens. On va effacer ça. Désolé, ma machine a tendance à déranger. Ok. Ça n'efface pas. Une minute. Ok. Donc, c'est égal à θ fois x puissance θ moins 1, indicatrice sur 0,1 de x. J'espère que vous connaissez la fonction indicatrice. Donc, qu'est-ce qu'on va donc dire? Il faut remarquer une chose ici. Ça va, bon, ça va donner... qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner θ exponentielle de... Alors, lorsqu'on va multiplier ici, exponentielle de moins θt, indicatrice sur 0,1 de exponentielle de moins t. Or, il faut constater que dit que exponentielle de moins t appartient à l'intervalle 0,1, ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire que exponentielle de moins t est plus petit que 1. Si on passe au logarithme, on aura moins t plus petit que ln de 1, c'est-à-dire 0. On aura donc moins t plus petit que 0. Ça a donc fait t plus grand que 0. C'est-à-dire que t appartient à R étoile plus. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient alors? On obtient alors que ceci donne encore θ exponentielle de moins θt, indicatrice sur 0 plus l'infini de t. Donc, ça c'est f z de t qu'on vient de calculer. Vous voyez que ça c'est
Ça veut dire que Z suit quoi? Une loi gamma, le paramètre 1, θ. D'accord? Maintenant, si on veut calculer l'espérance mathématique, de Z, on est à la question 4. Oui. Si on veut calculer l'espérance mathématique de Z, comment est-ce qu'on va procéder? Alors, regardez un peu les questions précédentes. D'accord, on a calculé on vient de calculer une espérance mathématique. Ouais. Voilà. Donc, si on veut donc calculer l'espérance mathématique des Z, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que c'est égal à l'espérance mathématique de moins ln. On va mettre moins log, comme c'est dans le sujet, moins log de x. Ici, si on utilise encore le théorème de transfert, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner intégrale de 0 à 1 de moins log de x fois θ x puissance θ moins 1 dx. D'accord? Ici, on va procéder par une intégration par partie. On va procéder par une intégration par partie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser u égale à ln de x. On va dériver u. Et v' égale à v' de x égale à x puissance θ moins 1. Qu'est-ce que je dis? V' égale à x puissance θ moins 1. J'ai l'impression que ça bug un peu beaucoup. Peut-être on va fermer certaines choses. Okay. Ok, c'est beaucoup mieux. On va poser V' égale à θ x puissance θ moins 1. Ou bien x puissance θ moins 1. C'est comme on veut. Hein. C'est comme on veut. Ok. Donc, on a posé u égale à ln de x. Et v' égale à x puissance θ moins 1. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que u' égale à 1 sur x. Et v égale à 1 sur θ x puissance θ. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc que l'espérance mathématique de z est égale à, ça a fait u fois v d'abord, ln de x sur θ fois x puissance θ, θ allant de 0 à 1, n'est-ce pas? Moins alors, il y a un moins là, un moins que nous avons mis. θ, on peut dire que l'intégrale, si c'est θ intégrale de 0 à 1, on peut mettre moins là, de log de x fois x puissance θ moins 1 dx. Donc, on va donc mettre le moins θ à chaque fois. Moins θ fois uv. On aura donc ici plus θ intégrale de 0 à 1
de quoi? De 1 sur x fois 1 sur θ, x puissance θ, dx. Voilà. D'accord? Donc, cette quantité-ci, ça donne 0, n'est-ce pas? Ça donne 0, pourquoi? Parce qu'en 1, c'est 0. Là, il n'y a pas de doute. Maintenant, en 0, quand on va calculer la limite, quand x tend vers 0, ça va aussi donner 0. Voilà. Donc, il va rester quoi ici? Il va rester, si le θ s'y entre à l'intérieur ici, ça va donner intégrale de 0 à 1 de x puissance θ moins 1 dx. Donc, ça va donner la primitive ici, c'est x puissance θ sur θ. Θ x allant de 0 à 1, ça va donner 1 sur θ. Donc, on trouve donc l'espérance mathématique de z égale à 1 sur θ. Très bien, on passe donc à l'autre question. Qu'est-ce qu'elle dit? Question 5. Ça bug un peu. Ça bug un peu, une seconde. C'est en train de... Ok, c'est bon. Donc, question 5. On observe un échantillon x1 jusqu'à xn de variables indépendantes de même loi que x, trouver l'estimateur du maximum de vraisemblance Wn de θ. Donc, on veut l'estimateur du maximum de vraisemblance Wn de θ. Donc, on va calculer la vraisemblance et la log vraisemblance. Donc là, on est à la question 5. On cherche l'estimateur du maximum de vraisemblance. D'accord. Donc, on va donc calculer la vraisemblance de l'échantillon. On note ça comme ça, L de x1, x2, jusqu'à xn et θ, puisque le paramètre c'est θ, ça va faire le produit des fonctions de répartition de fx de x de xi, ou bien oui, i allant de 1 à n, ça va faire le produit i allant de 1 à n de θ x puissance xi puissance θ moins 1 fois indicatrice sur 0,1 de xi. D'accord? Donc, comme le produit, ça va faire le produit de chaque élément, ça va faire θ puissance n fois le produit de xi, n'est-ce pas? I allant de 1 à n, et tout à la puissance θ moins 1. Maintenant, fois l'indicatrice sur l'intervalle 0,1 puissance n de x1, x2 jusqu'à xn de n uplet. Donc, c'est égal à quoi? OK. Maintenant, on va calculer la log vraisemblance. Donc, le logarithme de la vraisemblance est égal à quoi? Ça va faire le logarithme de tout ceci. De tout ceci, ça va faire n fois le logarithme de θ plus θ moins 1 fois la somme du logarithme de xi et allant de 1 à n, n'est-ce pas? Plus le logarithme de l'indicatrice. Or, l'indicatrice est 1. Ça va faire 0. Donc, on peut donc calculer la dérivée de la log vraisemblance. Donc, la dérivée de la log vraisemblance par rapport à θ, puisque le paramètre c'est θ, ça va faire n sur θ plus, si on dérive ça par rapport à θ, ça va faire plus somme de ln de xi et allant de 1 à n. D'accord.
Si on calcule aussi la dérivée seconde du logarithme de la log vraisemblance par rapport à θ carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins n sur θ carré qui est inférieur à 0. Ceci veut dire que la log vraisemblance est concave. Si elle est concave, ça veut dire qu'elle admet un maximum. Elle admet un maximum pour θ égale à quoi? Si je résous l'équation dérivée de la log vraisemblance par rapport à θ égale à 0, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner n sur θ plus la somme de ln de xi i allant de 1 à n égale à 0. Ça va donc donner que θ étoile, la valeur de θ pour laquelle on atteint le maximum, c'est n sur quoi? Sur moins somme de ln de xi i allant de 1 à n. Ça veut donc dire en conclusion que l'estimateur du maximum de vraisemblance, on va appeler ça θ, chapeau, on va le noter en rouge. Donc, bon, peu importe, θ chapeau, maximum de vraisemblance égale à n sur moins la somme des logarithmes de grand xi et allant de 1 à n. Donc, voilà c'est ça qu'on va donc appeler notre Wn, qui est l'estimateur du maximum de vraisemblance. C'est tout. La question 5. Calculer le biais et le Wn moins θ de l'estimateur. Donc, pour calculer le biais, ce n'est pas compliqué. Donc, ça, c'est la question 6. On ne peut pas descendre plus bas. Question 6, on va la traiter où? On va la traiter ici. Question 6. Puisqu'il n'y a plus d'espace en bas. On va traiter la question 6 juste à droite. Question 6. OK. Donc, question 6, on veut calculer le biais. Donc, calcul du biais, on va le faire ici. Calcul du biais. Le biais, c'est quoi? C'est la valeur moyenne de l'estimateur moins le paramètre qu'il estime. Bon, on rappelle que l'estimateur Wn, c'est n sur la somme de moins ln de xi et allant de 1 à n. D'accord? Or, d'après la question 4, somme de moins ln de xi et allant de 1 à n suit normalement une loi gamma de paramètre nθ, parce que la question 4, on a montré que la somme de plusieurs lois gamma indépendantes donne une loi gamma. OK? Maintenant, on va dire, posons Tn égale à la somme de moins ln de xi et allant de 1 à n. D'accord? Donc, Tn suit notre loi gamma de paramètre nθ. Très bien. Et Wn est égal à quoi? N divisé par Tn. OK? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'espérance mathématique de Wn est égale à quoi? Est égale à l'espérance mathématique de N divisé par Tn, qui est égale à
L'espérance étant linéaire, c'est n fois l'espérance mathématique de 1 sur Tn. D'accord? C'est donc égal à quoi d'après le théorème de transfert? Ça va faire n fois l'intégrale sur R de 1 sur x fois f y de x dx. Fy, c'est la densité de la loi gamma du paramètre nθ. Donc, ça va donner, d'après le théorème de transfert, n fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x. F là, c'est quoi? C'est θ puissance n sur factoriel n moins 1 fois x puissance n moins 1 exponentielle de moins θx dx. D'accord? C'est égal à combien? C'est égal à n θ puissance n divisé par factoriel n moins 1 intégrale sur 0 à plus l'infini de 1 sur x. Là, on peut le mettre à l'intérieur de x. Ça fait x puissance n moins 2 exponentielle de moins θx dx. Et d'après la question 1, ceci est égal, on met d'abord cette expression-ci, nθ puissance n sur factoriel n moins 1, n'est-ce pas, multiplié par quoi? Factoriel n moins 2 sur θ puissance n moins 1. Ça a donc fait n divisé par n moins 1 θ. Donc voilà l'espérance mathématique de Wn. D'accord? À partir de là, on peut donc calculer le biais, puisqu'on connaît l'espérance mathématique. Donc, le biais de Wn est égal à espérance mathématique de Wn moins θ, qui est égal à n sur n moins 1 θ moins θ, ce qui est égal à θ sur n moins 1. Alors, ça veut dire que Wn est biaisé, c'est un estimateur biaisé, mais est asymptotiquement sans biais. D'accord? Asymptotiquement sans biais. Pourquoi il est asymptotiquement sans biais? Tout simplement parce que la limite du biais de Wn, quand n tend vers plus l'infini, est égale à la limite de θ sur n moins 1, quand n tend vers plus l'infini, ce qui est égal à 0. Donc, si la limite du biais donne 0, ça veut dire que il est asymptotiquement sans biais. Ça veut tout simplement dire que si la taille de l'échantillon est assez grande, alors l'estimateur est un estimateur sans biais. Donc voilà, présenter le reste des exercices de ce concours. D'accord? J'espère que ça vous a beaucoup aidé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous allons encore... donc voilà, on a commencé par l'exercice 5. On récapitule un peu. L'exercice 5 qui parlait des vitesses. Là, c'est relativement simple. Ensuite, après l'exercice 5, on est passé à l'exercice 6. Il fallait remarquer. Qu'est-ce qu'il fallait remarquer ici? Il fallait connaître, utiliser la table des lois et manipuler la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. À l'exercice 6, il fallait connaître les fonctions la fonction caractéristique de la loi du qui2 ou encore la fonction génératrice des moments, parce qu'on peut aussi faire cet exercice en utilisant la fonction génératrice des moments. À l'exercice 7, c'est la loi gamma. Il fallait juste être un peu astucieux pour remarquer quelques relations entre les questions. C'est la loi gamma.
que nous avons fait. Voilà. Et donc voilà, c'est fini pour cette épreuve. Prochainement, on va faire l'épreuve 2022. Soyez, abonnez-vous pour ne pas manquer. Et si vous avez besoin de documents, écrivez-nous sur notre WhatsApp. Vous faites le paiement et on vous envoie la version numérique du document. Donc, merci et à la prochaine.